Bonjour. Hello, hello. Donc il y a... Est-ce que vous m'entendez? Hello. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire si on m'entend? D'accord, merci. C'est sympa parce que c'est vrai que je me disais, tiens, est-ce qu'on m'entend? Merci Louise de m'avoir répondu. Bon, écoutez, il y a pas mal de personnes qui sont en train de se connecter, donc ça c'est bien. C'est le premier live que je fais et j'espère que vous serez nombreux. Le sujet est important. Euh, J'espère que vous serez vraiment nombreux pour écouter ce live. Alors, j'essaye de me connecter à Déborah Schumann-Antonio. Bonjour tout le monde. Alors, pendant que elle se connecte, là déjà, je vais commencer par dire à ceux qui sont déjà... Ah, bonjour Déborah. Bonsoir Linda. Ah oui, toi tu dis bonsoir Bah parce oui, qu'on est dans l'après-midi. moi Donc je suis du dans, coup, voilà, moi je suis déjà dans la nuit, exact. comme vous voyez. C'est ça. Bon, ben, c'est super. En fait, je me sentais un petit peu isolée, j'avoue, parce que j'entendais rien. Mais ce qui était normal, parce qu'il y avait personne qui était connecté. Et là, je vois que bah, tu m'entends bien, donc ça c'est bien. Il y a quelques personnes qui sont connectées. Et je Oui, crois qu'il ça y a y est. encore du monde qui se connecte, en fait. Donc là, je vais profiter du temps, du laps de temps où les gens se connectent un petit peu. Déjà pour dire un grand, 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 grand merci à l'ensemble des followers de Ferti 971. Grand merci puisqu'ils nous ont beaucoup soutenus, notamment pour la manifestation qu'on avait faite, qui était un gala de bienfaisance pour avoir des dons. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce gala de bienfaisance que nous avons fait dans le cadre de la SSI, organisé avec l'association BAMP, j'avais jamais eu l'occasion, ainsi que l'équipe de Ferti 971, de remercier nos contributeurs. Et donc, je profite de cette occasion parce que je pense qu'il y en a qui verront, même s'ils ne sont pas connectés maintenant, ils le verront par la suite lorsque la vidéo sera enregistrée. Et je profite pour leur dire un grand merci au nom de toute l'équipe de Ferti 971. De toute façon, nous avons prévu de faire un petit mail à chacun de manière à pouvoir les remercier. Et puis par ailleurs, je voudrais aussi dire bonne année à toute la communauté qui nous suit, parce qu'en fait, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu énormément de personnes qui se sont abonnées à notre compte, ce qui fait extrêmement plaisir. Ça veut dire aussi que le sujet, il est, euh, il est extrêmement important. Et donc, je remercie encore toutes les personnes donc, qui vraiment nous suivent au quotidien et ça fait vraiment beaucoup de bien puisque ça nous permet d'avoir du courage pour continuer le travail qui est fait. Je profite aussi pour saluer aussi toutes les actions qui ont pu être menées, notamment par Déborah, que je vais présenter tout à l'heure, et également par l'association BUMP, qui est représentée par sa cofondatrice, Madame Virginie Rio, pour tout le travail qui a été fait en amont depuis bien 10 ans sur la prise en charge d'infertilité et comment améliorer cette prise en charge d'infertilité. Aujourd'hui, on sait que le gouvernement s'intéresse à cette thématique puisque le président a fait une grande annonce il y a quelques jours en disant qu'effectivement la France devrait opérer une opération de guerre pour pouvoir avoir plus d'enfants. Mais voilà, c'est pas un sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet d'il y a bien longtemps, avec beaucoup de personnes qui se sont déjà beaucoup engagées pour que ça bouge, notamment donc Déborah aujourd'hui, et également Virginie Rio, et je tiens à saluer vraiment leur action pour cela. Donc voilà, donc je vais présenter Déborah et dire pourquoi on a notre équipe Ferti 971, nous avons voulu vraiment faire ce live avec Déborah Antonio, Schumann Antonio, excuse-moi. En fait, moi je suis, en dehors de ma casquette de présidente de l'association Ferti 971,
Je suis également biologiste agréée en PMA, donc je prends en charge des patients, des couples infertiles depuis un certain nombre d'années, depuis 2007 en Guadeloupe. Et donc, justement, j'ai face à moi la réalité de ces difficultés que traversent les couples lorsqu'ils sont pris en charge en PMA. Et je ne suis pas la seule, bien sûr, à faire ce constat. Donc, pour nous, c'était important, nous qui prenons en charge les patients fertiles et qui sommes également engagés dans l'association Fertile 971, de pouvoir parler de cette thématique qui n'est pas souvent abordée, puisqu'on sait très bien le tabou qui peut s'opérer sur cette problématique de la fertilité. Et donc, il était important pour nous d'aborder cet aspect-là, l'aspect psychologique, non pas que, mais également sexologique, social, de cette prise en charge, puisque toutes nos techniques, toutes celles qu'on utilise, ne sont pas suffisamment efficaces si on ne prend pas en compte la santé mentale des personnes qui sont dans le parcours d'infertilité. Et donc, il nous paraissait extrêmement important de pouvoir aborder ça aujourd'hui. Et c'est vrai que Déborah nous a paru être la personne la plus, en tout cas pour l'instant, la plus experte, parce qu'elle a une expérience extrêmement importante et riche dans ce domaine-là. Elle est donc thérapeute et bien sûr, Déborah, tu m'arrêtes si il y a des choses qui ne sont pas justes ou s'il faut Pas de rectifier souci. ou apporter un complément d'information. Donc Déborah, elle est thérapeute de couple également et thérapeute familiale. Et par ailleurs, elle accompagne les couples infertiles, notamment à l'hôpital américain de Paris. Mais elle n'a pas que ça dans sa casquette, visiblement. C'est une femme engagée, engagée pour la santé de la femme, et qui, justement, a été à l'initiative de la première journée de l'infertilité. Et donc, on la remercie pour ça, déjà. Elle est auteure d'un livre également sur le sujet. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle il nous a paru important qu'elle nous fasse profiter de son expérience d'accompagnement des couples, puisqu'elle en a une très grande, sur le sujet de la prise en charge psychologique, sexologique de ces couples. Donc, Déborah, je te laisse bien sûr également porter des informations complémentaires à cette présentation, mais également dérouler les choses. Bien sûr, cet échange, ce live, c'est un live sur 1 heure à peu près. On va bien sûr aborder les différentes thématiques pendant une demi-heure, 40 minutes. Et ensuite, bien sûr, tout le monde, les suiveurs, comme on dit, pourront poser leurs questions et on répondra à leurs questions pendant 20 minutes avant la fin du live. Voilà. Je te laisse, euh, je te laisse je te laisse la parole, Déborah. Eh ben, merci beaucoup, Linda, pour tout ce que tu dis et c'est fort gentil et c'est vrai qu'on s'est rencontrés, voilà, toutes les deux et que je crois qu'on a eu une très bonne entente toutes les deux et c'est pour ça qu'aussi ça m'a fait très plaisir de venir ce soir pour en parler. Effectivement, je dis ce soir parce que chez moi c'est le soir. Oui, Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave et de participer pendant toute cette soirée. Donc c'est vrai que tu le disais, c'est un combat long, compliqué depuis des années sur lequel je me suis engagée. D'abord, et je le dis très ouvertement pour tous les gens qui sont là, mais j'ai eu aussi un très long parcours en PMA, donc c'est ce qui a motivé mon envie en fait après d'accompagner des couples en PMA et je crois que c'est important parce que je l'ai vécu de l'intérieur et puis ensuite je me suis formée pour pouvoir accompagner aussi tous les autres qui sont encore en parcours puisque j'ai eu la chance d'avoir des enfants et donc j'aimerais bien, en tout cas, que ceux qui le désirent, je dis bien ceux qui le désirent et qui se battent pour ça, puissent aussi avoir ce même bonheur. Voilà, donc c'est mon combat, donc au cabinet, j'allais dire, et puis il y a le combat, en effet, tu le disais, plus politique, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas le mot, mais en tout cas politique dans le sens pour la société, et exact. donc, ce combat qui est la reconnaissance et de la santé de la femme, et on va en parler puisque la PMA en fait partie. Et puis, pour que l'amélioration aussi des parcours soit vraiment pris en compte, Tout à fait. tu l'as dit en quelques mots, le président l'a dit, et ce mot-là, je crois qu'on ne l'avait jamais entendu à aussi haut niveau. Donc, C'est ça. voilà, il est arrivé jusqu'en haut, ce mot, et donc on attend impatiemment de savoir ce qui va dérouler derrière. En tout cas, a priori, le sujet a été entendu. Donc il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis il reste surtout le quotidien, là, avant que C'est peut-être ça. de nouvelles choses se mettent en place. Et le quotidien, bah, c'est s'occuper de vous. Voilà, tout Exactement. simplement. Je crois qu'on est Exactement. d'accord, Linda, là-dessus. On est tout à fait d'accord et c'est vrai, hein, on est très heureux de l'annonce du président par rapport à ça et on espère vraiment
en particulier tous les engagements associatifs sur ces sujets-là, qu'on puisse être bien sûr aidé pour pouvoir justement faire des opérations comme ce live de ce soir, parce que je pense que justement c'est ça qui participe à une meilleure prise en charge, à une meilleure connaissance de l'infertilité, et justement c'est au bénéfice de la population ce qu'on est en train de faire ce soir. Vraiment, je pense que c'est ces opérations qu'il faut vraiment optimiser et permettre qu'elles se perpétuent Informer. dans tous les territoires. Et c'est ça l'ADN de l'association Informer, PF971. c'est C'est essentiel. essentiel. Je ne cesse de le dire, mais informer, dépister, c'est les deux sujets, à mon sens, qui sont les plus importants. Et accompagner. Et accompagner, oui. Voilà. Et former. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'en fait, nous, Fertile 971, dans nos missions, nous souhaitons en effet également apporter de la formation, notamment aux professionnels de première ligne. C'est la raison pour laquelle le live, il a été également adressé aux professionnels de santé, puisque on sait que les couples infertiles, ils se confient hein, aux professionnels de proximité, ceux qui voient chez eux, notamment par exemple les infirmières libérales, les sages-femmes. Donc c'est important aussi de les former pour qu'ils puissent avoir les mots qui soient les moins impactants négativement pour les couples, pour que les couples se sentent en confiance et puissent justement pouvoir parler plus facilement pour que les dépistages se fassent de plus en plus rapidement. Parce que dans la pratique que moi j'ai en Guadeloupe et d'autres professionnels de santé qui travaillent en collaboration avec moi, nous, ce qu'on déplore, c'est justement ce délai de diagnostic, de prise en charge, qui est extrêmement long. C'est-à-dire qu'en fait, les patients infertiles arrivent très tard, parfois avec des désirs, des désirs de grossesse qui datent de plus de 5 ans, sans avoir jamais consulté ou jamais parlé de cette problématique, alors même pas à leur médecin traitant. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument améliorer sur notre territoire où il y a déjà un désert médical. Et c'est la raison pour laquelle notre association veut également faire des actions, aviser des professionnels de première ligne pour permettre de les former mieux au dépistage, pour qu'ils orientent le plus rapidement possible les patients vers les structures qui sont adéquates. Donc voilà, donc on va quand même partir sur ce qui nous anime aujourd'hui, c'est la prise en charge psychologique, les difficultés que peuvent rencontrer les couples au cours du parcours PMA. Et je pense que ça, tu peux nous en dire beaucoup. Vraiment, il faudrait également qu'on aborde, alors ça, bien sûr, c'est l'aspect un peu général. On parlera également de l'aspect sexuel aussi, puisqu'on sait que la prise en charge le parcours PMA a un impact extrêmement négatif Oui. sur la sexualité des couples, et ce qui peut être vraiment très impactant pour la pérennité des couples aussi. Donc, je pense que c'est important qu'on l'aborde aujourd'hui. Et bien sûr, l'objectif du live derrière, c'est d'avoir quelques outils pour les couples infertiles. Mais après nos échanges, on sait que, enfin, toi aussi, tu as aussi une vision beaucoup plus large que juste les couples infertiles par rapport à tout ça. Donc, voilà, je te laisse un petit peu. Bien sûr, je te poserai quand même quelques questions au fur et à J'ai besoin, il mesure. faut que tu me drives un peu, hein. Voilà, exactement. C'est pas tellement, je sais pas très bien faire ça. D'ailleurs, j'appelle à l'indulgence de tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui verront la vidéo. Mais je te poserai quelques questions un petit peu qui reviennent le plus souvent dans mes consultations et dans les consultations des confrères. Alors j'y vais là, il faut que j'y aille Oui, comme ça, hein, sans exact. question, hein. D'accord. Non, mais Alors, déjà, voilà, quelles sont les difficultés que rencontrent les couples au cours de leur parcours PMA? je dirais que la première difficulté, c'est l'annonce. En effet, tu parlais du tabou, c'est-à-dire le premier, c'est le tabou de ne pas réussir à faire un enfant, pas réussir à faire un enfant, et j'allais dire comme ça, hein, la chose la plus simple au monde, en fait, quand on y pense, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de niveau intellectuel, social, tout le monde, normalement, devrait pouvoir faire un enfant quand il le désire, et quand les difficultés arrivent, elles sont assez incompréhensibles. Et c'est vrai que tu as raison, les couples mettent quand même un certain nombre de temps avant d'aller faire un dépistage. Et souvent d'ailleurs, le dépistage, quand ils le demandent, parfois n'est pas fait immédiatement aussi par les professionnels de santé qui vont dire il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave, on peut attendre. Donc, il faut quand même rappeler deux, trois petites choses qui sont un peu, j'allais dire simples, mais tu me dis évidemment si tu en es d'accord, mais
je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que quand on essaye, quand on a envie de faire un enfant, si on a moins de 35 ans, alors je dis 35 ans parce que c'est le chiffre où la fertilité commence un peu à chuter. Donc, si on a moins de 35 ans, qu'on n'a jamais eu de pathologie, qu'on a des cycles tout à fait normaux, c'est vrai qu'on peut attendre une année de voir ce qui se passe et s'il n'y a pas de grossesse au bout d'un an, de faire un bilan. Quand je dis faire un bilan, c'est monsieur et madame. C'est pas juste madame. C'est vraiment, non, je le précise parce qu'il y a plein de couples qui arrivent en me disant, bah, monsieur, il n'a pas eu d'examen. Donc non, c'est bien les deux parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on en est pour prendre les décisions. Ça, c'est quand on a moins de 35 ans qu'on n'a pas de souci. Maintenant, si on a plus de 35 ans, là, vraiment, l'idée, c'est de se dire, on attend 6 mois et si ça marche pas au bout de 6 mois, c'est là où on fait le bilan. Toujours le bilan, évidemment, des deux membres du couple. Et puis, si on, quel que soit notre âge, si on a déjà eu des règles douloureuses, des cycles anarchiques, des fibromes, en tout cas des choses qu'on a déjà décelées, là, par contre, on attend vraiment 6 mois maximum et on fonce faire un bilan. Parce que plus on dépiste tôt, plus on peut proposer des solutions. Et ça, c'est vrai que les couples mettent un peu de temps, puisque souvent, soit les professionnels leur disent, bah, il y a le temps, donc c'est pas la peine, soit il y a le tabou de se dire, bah, ça fonctionne pas, et donc je n'ose pas en parler, et donc je vais attendre parce que ça va bien finir par arriver. Bon, le problème, c'est que la plupart d'entre nous, hommes ou femmes, on ne fait pas des bilans avant sur notre fertilité. On ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Donc, vraiment, il faut avoir cette espèce de schéma en tête. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît pas mal déjà de rappeler ce Oui. préambule. Alors, ça c'est extrêmement important, c'est le message phare de tous les professionnels que nous sommes, de la PMA bien sûr, et moi particulièrement qui ai une spécialisation en andrologie, alors moi, c'est clair, c'est la bataille aujourd'hui pour faire comprendre, notamment justement aux professionnels de première ligne, c'est que le spermogramme, le bilan de l'homme, il est capital. Oui, Aujourd'hui, on sait que l'homme a une part importante dans les causes de l'infertilité. Et malheureusement, alors ça, c'est un gros problème parce que ça aussi, c'est un frein parce que, par exemple, dans la patientèle que j'ai, moi, le prélèvement de sperme au laboratoire est un vrai oui. frein. Parce que la masturbation, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu, notamment par rapport à l'aspect culturel de nos sociétés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir découdre un petit peu parce que c'est vraiment un frein à la prise en charge même de l'infertilité. Et donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on en parle également de l'acte masturbatoire est-ce que ça, quelle connotation ça peut avoir pour essayer un petit peu de découdre un petit peu les idées reçues là-dessus, parce que c'est un vrai frein. Donc Mais oui, c'est un l'homme est au centre frein. aussi de la prise en charge. De la C'est prise un en frein en charge. Guadeloupe, mais c'est aussi un frein en métropole. Je le dis parce que beaucoup d'hommes rechignent. Donc, même s'ils ont à un moment donné l'ordonnance, ils vont attendre en se disant il y a sans doute aucun problème. Alors, il y a sans doute aucun problème. Voilà, partons positivement. Mais c'est bien de savoir dès le départ de quoi on part, parce que c'est comme ça qu'on peut évidemment, d'abord, se rassurer s'il y a rien. Ben, on est rassuré et tout va bien et on peut attendre. Mais s'il y a un souci, c'est là où on peut prendre en charge et surtout décider de la prise en charge. Et ça, c'est quand même C'est très ça. important. Et Ça, c'est le c'est vrai que message cette quand même à faire annonce, passer. c'est très important. Et cette annonce, elle est violente. Quand on commence à trouver des choses chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux, peu importe, il y a quand même une vraie violence à l'annonce puisque soudainement, on va mettre une étiquette sur la tête des gens en disant Madame, vous avez ça, monsieur, vous avez ça, et donc il y a une forme de stigmatisation, même si elle n'est pas faite par le professionnel de santé. Je suis pas en train de dire que les professionnels de santé le font systématiquement, mais c'est reçu par les patients, par la plupart du temps, comme une marque très violente. C'est-à-dire que soudainement, eh bien, je suis, moi, monsieur, avec un sperme peut-être un peu défaillant, moi, madame, avec peut-être une insuffisance ovarienne, et donc soudainement, on va se définir un peu par une pathologie qu'on va nous déterminer. Et donc, c'est là où c'est compliqué, c'est que très régulièrement, moi, je vois des couples qui ont du mal déjà, parce que souvent, on leur annonce beaucoup de choses, puisqu'on parlait de dépistage tout à l'heure. C'est souvent au cours de ces dépistages qu'on découvre plein de choses, donc Oui, parfois des endométrioses, parfois des fibromes, parfois des ovaires polykystiques, peu importe, et qu'il va falloir non seulement comprendre qu'on va avoir une difficulté pour faire un enfant, mais qu'en plus, j'ai autre chose qui a un impact, ou qui a déjà eu d'ailleurs un impact sur le quotidien et sur ma vie intime et sur ma sexualité. Donc c'est c'est en ça. ça que ça devient très complexe. Et Exact. puis à partir du moment où il y a ça, et je vais faire un petit schéma rapide, mais je pense que c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui va être en infertilité, en tout cas qui va être surtout dans ce désir d'enfant puis infertilité. Eh bien, on va faire un truc très simple. On va se dire dans notre vie, on a plein d'items, on a nos loisirs, nos amis, notre job, notre amoureux, tout ce qu'on veut. Et puis il y a une petite partie de nous qui dit, vous savez, tu sais cette phrase qu'on dit souvent,
Je ferai un bébé, oui, dans l'absolu, un jour. Bon, déjà, il faut que je rencontre quelqu'un, etc. Puis un jour, on rencontre ce quelqu'un et ce désir qui est là, qui est une infime partie, bah, il va s'allumer. Et il ne s'allume qu'à partir du moment où l'autre en face aussi a ce désir et qu'on est Oui, deux et qu'on a envie de faire ce bébé. Bien aussi avoir cette idée qu'il faut être deux quand même, hein, et que ce désir-là, il va devenir grandissant. Sauf que très souvent, on parle de la difficulté en PMA. Moi, je trouve quand même que la difficulté, elle commence à partir du moment où le désir est présent et que ce désir-là va connaître des échecs. Les échecs, c'est quoi? C'est chaque mois des règles. Et on va rentrer tout de suite dans une espèce de schéma qui va commencer en disant je suis très très motivée, tout se passe bien, j'ai ma fenêtre de fertilité à ce moment-là, donc là on est motivé, on fait des câlins, etc. Et puis les 15 jours qui suivent, on sent qu'il y a je suis enceinte, je suis pas enceinte, je suis une espèce de vacillement jusqu'au moment où les règles vont arriver. Et là, bah c'est le drame, parce que une fois que les règles arrivent, ça veut dire que c'est fini pour ce cycle. C'est un drame qui dure pas très longtemps. Quand je dis qu'il ne dure pas très longtemps, c'est que qui dit fin de cycle dit début de cycle. Et donc on repart de nouveau dans la même dynamique, la même motivation. Et ce qui veut dire qu'avant même de déceler un problème, il y a quand même tous ces petits deuils qui sont là et qui sont et qui mensuels impacte, en et qui vérité impacte et qui du coup commencent déjà à impacter. À l'impacter. Ouais. partir du moment où on va commencer à dire à un couple qu'il a un souci, donc trouver un souci, ou d'ailleurs ne pas en trouver, parce que dans certains cas, Oui, on il n'y a a pas des de souci. infertilités inexpliquées. En tout cas, On est quand d'accord. ça perdure dans le temps, va s'installer psychiquement, et là je vais vraiment faire le distinguo entre les hommes et les femmes, mais parce qu'il y a deux fonctionnements très différents, mais pour les Mhm. femmes, en tout cas, plusieurs choses qui vont arriver. D'abord, des sentiments et des émotions qu'on ne se connaissait pas auparavant. Alors, je vais en citer quelques-unes et je pense que ceux qui nous regardent vont sans doute se reconnaître dans ça. Bah, je vais dire l'émotion la plus flagrante, c'est la colère. La La colère. colère contre soi et contre les autres, parce que les autres y arrivent et moi je n'y arrive pas. Et donc je ne comprends pas à un moment donné que moi, qui ne suis ni plus bête qu'un autre, ni moins bien qu'un autre, eh bien moi je n'y arrive pas. Et donc ça, il y a une vraie forme d'incompréhension et là il y a un combat avec soi-même, donc avec des émotions très fortes, hein. La colère, c'est une émotion quand même très compliquée à Très très gérer au compliqué. Mhm. quotidien, Mhm. mais il y a aussi de la jalousie, parce que soudainement, eh bien, j'ai très envie, moi, d'être comme les autres, et ça ne fonctionne pas. Il y a de la honte qui va finir par s'installer. C'est pas tout ça n'est pas très positif quand je dis tout ça, mais il y a des choses positives aussi, hein, qui arrivent juste derrière. Et puis de l'envie. Donc ça fait un peu péché capitaux quand je dis tout ça. On est d'accord. Ah, Et d'ailleurs, c'est pas dingue, hein, juste, mais juste pour faire une remarque par rapport à ça, avant de passer au côté positif, parce il y en qu'il en a. faut aussi, il y en a. C'est que, par contre, dans l'expérience que moi j'ai de la prise en charge, ben, c'est vrai que les patients PMA sont souvent étiquetés par les équipes médicales comme oulala, difficile, Oui, à prendre avec des pincettes. oui, Et à cause de un peu ça, par rapport au profil que tu décris là, hein, parce que souvent, ben, effectivement, elles sont en colère, donc parfois un peu agressives, etc. oui. Et ça, c'est des choses qu'on doit, nous, professionnels de santé, avoir dans la tête pour une meilleure prise en charge Nous de ce genre. devons C'est prendre en ça. compte le fait que nous avons en face de nous des gens, on ne parle pas d'aller chez le dentiste. Quand je dis ça, C'est c'est que ça. c'est pas agréable d'aller chez le dentiste, on est tous d'accord. Mais ça ne joue pas sur l'entièreté de notre vie. Là, le fait d'avoir un enfant ou de ne pas avoir un enfant va jouer sur l'entièreté de notre vie. Ça peut changer diamétralement ce qu'on avait imaginé. Ça veut dire que ce que j'ai construit depuis que je suis enfant, je me suis imaginé avec 2 enfants, 3 enfants, X enfants, peu importe, à un moment donné, ça ne ressemble pas du tout à ce que je m'étais imaginé. Et donc, je vais commencer aussi à déconstruire ce que j'avais pu imaginer. C'est-à-dire que dès qu'on est enfant, on se dit, moi, je vais réussir ma vie quand j'aurai, je sais pas, quand je serai maîtresse d'école, hein, et puis j'aurai des enfants. Donc, il y a une espèce d'idée, et puis plus on grandit, et plus évidemment on réadapte ce désir-là, puisque Bien sûr. on apprend des choses et On qu'on a se la dit, vie. est-ce que j'ai les Il y a la vie aussi. capacités, j'ai pas les Exactement. capacités. Bon, voilà, il y a des choses Et qui puis il y en vont a quand qui même, changent d'ailleurs et il dans y le en a projet. plein qui changent Aujourd'hui, dans il le y en a projet. plein et c'est respecté, bien Mais sûr. ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où la difficulté s'installe, bah, et si très vite cette phrase arrive, et si ça ne marchait jamais? Et si ça ne marchait jamais, ça veut dire que je suis obligée de réinventer ou de me reconstruire sur une vision qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai. Sachant que nous avons tous aussi nos croyances, nos religions, notre famille, la société qui va déjà nous avoir quand même beaucoup nourris. Donc
Tout ça est très impactant. Et puis, je parlais de ces fameux sentiments de colère, ces fameux sentiments d'envie, de jalousie. Donc, on disait que c'était pas des choses très Mhm. positives. Elles vont venir taper sur deux autres choses qui sont très importantes, la confiance en soi et l'estime de soi. C'est ça. Et ça, c'est vraiment deux choses où même si hier, j'arrivais parfaitement à faire certaines choses, je vais finir par me dire, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que Mhm. j'y arrive? Qui n'ont rien à voir avec l'enfant. Donc, ce qui va jouer sur l'entièreté de notre vie, ça veut dire qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon job, bah, je vais le faire parce que je suis professionnelle, mais je vais y mettre moins d'énergie, moins de cœur. Je vais me dire, c'est pas grave, puisque je vais faire un enfant. Pas la peine d'investir là-dessus. Je vais réussir à faire cet enfant et donc je vais avoir une grossesse, donc ça ne sera pas ma priorité. Mais au même titre que mes loisirs, je n'ai pas le temps pour le faire parce que je vais avoir mes traitements, je vais être Exact. occupée à autre chose, donc je vais faire beaucoup moins de loisirs. Ma famille, alors là, la famille, c'est un vrai sujet. Elle peut être très aidante et elle peut être très handicapante. Tout Oui, dépend de comment elle va se positionner. Et là, exact. chaque Et histoire, elle est différente. en plus, Voilà. il y a aussi, là, du coup, quand tu parles de la famille, moi, ça me fait tilt parce qu'on sait, en plus, dans nos traditions antillaises, la famille, c'est quelque chose qui est très sacré. Et c'est vrai qu'on s'entremêle. On donne des avis sur chacun. Ah, C'est c'est en vraiment, ça que c'est on est là-dedans, hein. complexe. Parfois, C'est ça, c'est elle peut être complexe. très aidante et parfois, elle peut être très handicapante. En fait, et sans le vouloir. C'est Sans pas, le vouloir, je dis pas bien qu'ils le font sûr. Non, on sciemment est pour faire du d'accord. mal, hein, mais il est vrai que ça peut, au bout d'un moment, avoir cette incidence-là. Donc, on va être avec nos amis aussi, ça va devenir très compliqué parce que nos amis ils font des bébés. Et on est très content pour eux, hein. Mais en même temps, on est affreusement en colère contre eux. Donc il y a une dualité permanente des sentiments entre le bonheur que les autres peuvent avoir et qu'on aimerait partager, qu'on partage, et en même temps cette dualité de mais je suis pas du tout heureux parce que ça me renvoie à mon ego et ça me renvoie au fait que moi ça ne fonctionne pas. Et donc il y a toujours cette dualité émotionnelle où moi toutes les patientes me disent c'est pas possible que dans le même instant je sois heureuse et en même temps j'ai qu'une envie, c'est de lui dire mais si tu savais comme je m'en fous en fait. Voilà. Et je ne peux pas le dire parce que c'est mon ami. On est Et qu'en même temps, d'accord. je suis heureux. Donc, on est un peu schizophrène hein, dans ces moments-là. Bon, Mais c'est ça qui je est disais quand même, intéressant. Mais voilà, je c'est ça disais qui est quand même, intéressant. ça tape sur des choses aussi positives. C'est-à-dire que moi, ce que je constate quand même, c'est que je n'ai jamais vu des gens aussi motivés, aussi acharnés, qui tombent et qui se relèvent. Et ça donne vraiment, j'allais dire, une force face à l'adversité qui est assez étonnante. Et ça, je pense qu'il faut le dire. C'est pas une Oui. histoire de j'ai fait X FIV, etc. C'est le fait de continuer, c'est le fait d'être armé. Ça veut pas dire je pleure pas, hein. Attention, soyons bien clairs, hein. Ça veut dire je craque, je me relève. Et je vais faire de cette histoire-là quelque chose et je vais continuer au fur et à mesure à avancer. Et ça, vraiment, je le dis, c'est extrêmement positif. Et ça perdure, hein. Le reste va s'arrêter, mais ça perdure derrière, qu'on ait des enfants ou pas. Bah, ça, c'est un super message, important pour nous qui prenons en charge les patients infertiles. C'est important qu'on ait vraiment ces aspects-là. Parce que nous, on doit s'adapter aussi. Et parfois, on est dans les compréhensions, Ah hein. oui. Dans les compréhensions du comportement, en particulier si on n'est pas formé, si on n'a pas les bonnes informations par rapport à ce vécu, comment dire, à ces ascenseurs émotionnels qui frappent les femmes, mais aussi les hommes, hein. On les oublie, mais Non, mais il y a des choses aussi à voir. j'ai dit que j'allais parler des hommes Voilà, et je vais donc en parler. Parce que chez les voilà. hommes, ça n'est pas du tout le même ressenti. J'allais dire, il faut avoir conscience. Et là, je le dis vraiment parce que j'ai beaucoup de bienveillance à l'égard des hommes dont on ne parle pas beaucoup. Mais Voilà. j'allais dire, on va faire le distinguo. Il y a deux cas. Il y a les hommes qui sont vraiment touchés par l'infertilité eux-mêmes, et puis ceux qui ne sont pas concernés par l'infertilité, mais qui le subissent au sein du couple. Voilà. Et là, il y a vraiment une différence. Pourquoi? Parce que quand on est un homme et qu'on décèle un souci spermatique, il y a vraiment quelque chose qui est quasi immédiat. C'est fertilité égale virilité. Donc, immédiatement, ça tape sur la virilité. Et moi, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent, mais non, mais je suis un homme, qui ont besoin de se le prouver, mais qui en réalité le vivent très mal au regard des autres, dire, ben, en fait, c'est moi qui ai un souci, parce qu'on voit bien que dans les cas d'infertilité, quand on dit, ben, on a des soucis pour faire des enfants, la plupart du temps, on se retourne vers les femmes, mais pas vers les hommes. Et les hommes ont beaucoup de mal à verbaliser le fait qu'ils aient une difficulté, parce qu'ils ont l'impression que ça va jouer sur leur statut masculin, sur leur virilité. Alors que, soyons très honnêtes, puisqu'on disait qu'on allait parler de sexualité, eh bien, un homme infertile ne donne pas moins de plaisir à sa femme. Ça n'a strictement rien à voir.
Voilà. Sauf que ça peut aller un peu plus loin. Ça peut aller plus loin dans le sens où un homme qui se sent donc inutile, parce que c'est les mots que j'entends, c'est pas ce que moi je dis, hein, qui se sent Mhm. inutile, qui se sent inapproprié, qui ne se sent pas à la hauteur, bah, évidemment va se mettre dans une posture qui parfois peut être agressive ou peut être complètement, j'allais dire en culpabilité totale, et donc quoi que dirait sa femme, il va l'accepter. Et moi, je le vois C'est ça. beaucoup. Même Moi, des c'est ce choses que je qui vois. parfois sont très, très, très violentes, parce que j'entends des femmes dire des choses très, très, très violentes, Moi et aussi. des hommes qui disent, mais en même temps, c'est tellement de ma faute que, et en plus, Je ne c'est dis pas rien. moi qui vais porter le traitement, C'est c'est ça. madame qui va devoir, donc je vais la faire souffrir, et qui se sent dans une culpabilité qui est absolument innommable. Donc, Et qui préfèrent d'ailleurs, lors des consultations, ne rien exactement, dire. Ils sont complètement absents. complètement absent. Donc, il faut quand même avoir cette idée que cette culpabilité-là, qui existe aussi chez les femmes, évidemment, elle est encore plus mal vécue. Et pour les hommes, je le dis, c'est que nous allons assez régulièrement chez le médecin depuis que nous sommes enfants. Les hommes, ça va pas beaucoup chez le médecin. Ça ne fait pas C'est ça. d'examen dans le cadre de l'intimité, que nous allons C'est voir des ça. gynécologues assez tôt dans nos Facilement. vies. Oui, Et tout à donc, fait. là, ils se retrouvent face à quelque chose qui est du domaine de l'intime. Vraiment. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et puis, tu le disais, en effet, très justement, il y a quand même cet acte du spermogramme qui paraît, pour beaucoup de gens, complètement anodin, mais en fait, c'est quand même un acte très, très associé à la sexualité. Quand on a un Alors, examen gynécologique féminin, ça n'est pas, ça n'est pas du tout connoté à la sexualité. Et d'ailleurs, tout est fait en sorte qu'il n'y ait absolument pas de doute sur cette question. Sinon, c'est vrai qu'on aurait un problème avec notre un gynéco. problème. Voilà. Exactement. Donc c'est très très désérotisé, c'est très froid, etc. Mais il n'y a pas du tout cette connotation. Là, bah si, il y a une connotation sexuelle. Et on leur demande Exact. quand même de faire un spermogramme dans un lieu qui parfois est pas très adapté, Mhm. un peu moche, avec des lumières Froid, horribles, très froid. froid. Ils savent que bah, juste derrière la porte, tout le monde sait ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est extrêmement violent parce que voilà, et moi j'entends beaucoup d'hommes me raconter alors que et c'est ce moment qui a été très compliqué en disant est-ce que j'ai produit assez? La quantité, la qualité, tout ça devient assez obsessionnel et j'ai donc des hommes aussi qui pour le coup n'arrivent absolument plus à avoir des érections ou des éjaculations parce qu'au bout d'un moment, eh bien ça vient, j'allais dire presque tout couper, cette pression, elle est tellement importante et il ne faut pas oublier que la sexualité ne fonctionne que quand il n'y a pas de stress, quand on est dans des bonnes conditions. Hein. Les hommes, c'est pas des machines. Et j'entends beaucoup de Mhm. femmes me dire Exact. c'est très facile pour eux. Ben, c'est pas vrai. En Mhm. vérité, c'est très compliqué pour eux aussi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup moins d'examens que nous. Donc, j'allais dire en comparatif, bon, il y a moins d'examens pour eux, mais ça n'est pas plus facile pour eux. Mais le message aussi aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie aussi de faire comprendre quand je prends en charge des couples, c'est que oui, effectivement, c'est pas facile pour eux, parce que souvent c'est oui, mais bon, lui, il a qu'à faire un spermogramme. Mais non, ça leur coûte, Oui, justement par rapport à tous les aspects dont tu viens de parler, ça leur coûte. Et donc, c'est pas si anodin que ça. Et donc, il faut effectivement les accompagner. Alors, par rapport à mon expérience, parce que moi, j'ai travaillé aux deux endroits, j'ai travaillé également à Bordeaux et à Toulouse, donc j'ai vu un peu la différence quand même par rapport à l'acte masturbatoire et par rapport aux échecs de recueil entre la Guadeloupe et justement l'Hexagone. Et moi, je ressens quand même une fréquence quand même plus importante d'échecs liée vraiment à l'acte masturbatoire qui a vraiment cette connotation plutôt religieuse, mm, où c'est un acte sale. oui, C'est quand même des choses que moi oui, j'entends par contre. Oui, mais bon, moi j'ai pas du tout envie de faire ça, c'est trop sale. Par rapport à la religion, parce oui, il y a quand même beaucoup cette connotation religieuse et qui impacte énormément. Donc parfois il faut déconstruire avec les couples, les hommes, les recevoir seuls, oui. parce que c'est important hein, de les recevoir seuls dans ces cas-là, pour essayer de comprendre un petit peu, pour discuter et un petit peu dédramatiser l'acte masturbatoire. Ce que je n'ai pas beaucoup eu quand j'étais dans ma Alors, pratique sur l'Hexagone, ça, même s'il y en avait, non, il y en ça avait, existe mais dans je veux l'Hexagone dire, et je te rejoins. Ça existe sur des gens mais plutôt pratiquants, quelle qu'en soit c'est la ça, religion. Quelle que soit la exactement, religion d'ailleurs, parce exact, que il y a quand même dans nos religions diverses et variées l'idée qu'on ne va pas perdre son sperme, c'est-à-dire que la masturbation c'est c'est de la ça. perte de sperme pour rien du tout, qu'il est là pour faire de la procréation, pas pour autre chose, et donc c'est un indicateur très bloquant. Donc je suis d'accord avec toi que tout dépend aussi
de la culture et de C'est l'origine et ça, de la religion. Et il faut absolument que ce soit pris en compte en dans les compte. Voilà, consultations. On ne peut pas exactement. parler de la même manière à des individus différents avec une histoire différente et qui parfois ont une connotation, en effet, religieuse forte et qu'il faut prendre en compte. Exactement, c'est ça. C'est ce C'est pas que, un en acte tout cas, anodin. Je suis c'est pas un parfaitement acte d'accord anodin. avec toi. Mm. Jamais. Mais pour les femmes aussi d'ailleurs, hein, puisqu'on voit bien sur les dons, par exemple, dans certaines Oui, religions, c'est interdit. Et donc c'est vrai que c'est très délicat d'aller vendre l'idée d'eux alors qu'on sait qu'en face, on a quelqu'un qui est réfractaire pour des raisons qui sont on ne peut plus légitimes. oui. Pour moi, Alors elles moi, sont légitimes. À partir du moment où ce sont les leurs, elles sont légitimes, hein. Donc, alors je sais pas si tu voulais continuer sur toujours je voudrais, où ça oui, définit. juste finir sur nos Oui, histoires d'hommes. Donc, ceux qui sont infertiles, c'est voilà, ceux qui n'ont pas eux de problématiques, mais qui sont quand même dans un cadre d'infertilité puisqu'il y a un souci dans le couple, sont très démunis par rapport à l'aide qu'ils pourraient apporter à leur femme. Et ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai beaucoup d'hommes dans ma consultation. D'ailleurs, j'allais dire, j'en ai de plus en plus. Ça fait quand même plus de 13 ans que j'accompagne des gens. Eh bien, j'avais pas beaucoup d'hommes au début et j'en ai énormément aujourd'hui. Et qui sont très démunis en me disant, je ne sais pas comment aider ma compagne, qui souffre, je n'ai pas les bons mots, je ne sais pas comment lui la rassurer, puisque moi-même, je suis pas toujours très rassurée. Donc, j'allais dire, dans la manière de notre éducation et sociétalement, un homme, c'est le pilier. C'est lui qui mène la barque. Donc, montrer une émotion, dire qu'on est en difficulté, dire qu'on est en souffrance, ils ont très peur en le disant que l'individu qui vit avec eux va dire voyons t'es pas à la hauteur, t'es pas un ouais. homme quoi. Alors qu'en vérité, j'allais dire partager. Et vraiment j'invite les gens à le faire, mais partager d'un côté comme de l'autre, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, permet toujours d'être en connexion. Où est-ce que mon compagnon ou ma compagne en est? Il faut que je comprenne ce qu'il vit. Il faut que je partage ce que l'autre vit. Parce que sinon, je suis dans le faux. Parce que j'entends, moi, toute la journée, des phrases comme je crois, j'imagine, je pense. Pour moi, ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'un ressenti, ce n'est qu'un imaginaire. Donc, si on ne demande pas à l'autre ou si on ne partage pas avec l'autre, on ne sait pas dans la réalité où il en est. Et parfois, je suis très surprise de voir dans mon cabinet, quand j'ai les couples, des phrases, l'autre lui dit, mais quoi? Tu viens de dire quoi là? Mais non, mais c'est pas vrai, tu penses pas ça. Mais tu ne m'as jamais demandé. Donc je le dis C'est aujourd'hui, exactement ça. mais tu ne m'en as jamais parlé ou tu ne m'as jamais partagé ça. Non, mais je peux pas te croire. Parce qu'on est convaincu que l'autre va dire ou penser ça. Donc il faut arrêter d'être convaincu que, et puis demander à l'autre. Alors évidemment, quand on pose une question, c'est ce que je dis aux patients, parfois on n'a pas la réponse qu'on voudrait. Ça c'est vrai. Ouais. C'est On est toujours d'accord. le risque. Mais on n'a pas Ça la c'est vrai réponse peut-être pour pour tout, tout. hein, pour tout. C'est toujours le risque. Des fois, les gens me disent, bah oui, mais c'était pas la réponse que j'attendais. Oui, bah c'est pas la réponse que vous attendiez, mais c'est celle que vous avez. Donc, il va falloir composer avec. Mais en même temps, si on a une réponse, eh bien, ça me permet aussi de savoir où je vais. Et donc, ça nous permet aussi dans le couple de comprendre. Et je le dis très honnêtement parce que là, en finissant sur les hommes, mais les hommes ont cette capacité à vouloir aider, à vouloir partager pour beaucoup d'entre eux. Donc, ce qui est intéressant, et là, je donne un petit truc très simple, mais qui aide beaucoup, c'est que, par exemple, avant un parcours ou avant un traitement, c'est quand même bien de se parler à deux et puis de dire, bah, chérie, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que je prenne en charge? Alors, est-ce que c'est aller chercher les médicaments? Est-ce que c'est t'accompagner à tous les examens? Est-ce que c'est prendre en charge les courses? Est-ce que peu importe, Oui, c'est mais ça. C'est inventer leur à mettre une deux, place. voilà, que chacun se dise, eh bien moi j'ai mon rôle à Voilà, jouer et je dans vais, le parcours. moi je vois beaucoup d'hommes qui me disent ah je veux pas faire les piqûres, c'est horrible, je peux pas le faire, mais qui préparent tout, qui vont nettoyer une fois que la piqûre a été faite, qui vont accompagner madame, qui vont faire à manger, qui vont faire des courses, mais qui vont être contributeurs. Ce qui fait que la charge mentale est moins forte pour les femmes et les hommes ont un vrai rôle à jouer. Et quand ils ont un vrai rôle à jouer, j'allais dire le couple il reste soudé. C'est pas juste C'est se dire ça. bah C'est moi je viens ça. donner mon sperme et puis une fois que j'ai donné mon sperme voilà non le travail enfin, le job de chacun c'est que chacun soit contributeur mais C'est c'est fait. pas j'allais dire là encore une fois ça ne se devine pas ça ne s'invente pas ça se discute et donc pour ça il faut Oui, dialoguer il faut dialoguer. parce Effectivement, parce que la que moi les communication, femmes qui me c'est disent compliqué parfois. j'aurais aimé que mais à quel moment vous lui avez dit? Bah jamais. Bah si vous ne lui dites pas, peut-être qu'il va deviner. C'est un peu un coup de bol en fait, hein. Donc si on verbalise pas les choses, ben on ne sait pas si on va tomber en fait dans la vérité. Et donc on ne sait pas si ça va plaire à l'autre. Donc si c'est pour dire après tu n'as pas fait, etc. Oui, mais à quel moment tu me l'as dit? À quel moment tu me l'as demandé?
Donc le dialogue, il est central, encore plus à ce moment-là. Et il faut pas un moment, Après, faut trouver les bons mots, bien parce que la sûr, communication, voilà, c'est ça. Et c'est parfois difficile, puisque les femmes sont avec cet ascenseur émotionnel qui fait que parfois elles trouvent pas forcément les bons mots. Et c'est peut-être ça qu'il faut vraiment. C'est pour ça que la prise en charge de cet aspect-là est fondamentale, hein. Parce oui, que moi, en tout cas, dans toutes les consultations que je fais, j'ai quand même une proportion importante où on sent bien qu'il y a absence de complet. communication ou communication extrêmement difficile ou violente. Donc, pour moi, dans la prise en charge des couples infertiles, ben, en fait, il faudrait quasi que voilà, cet aspect-là soit toujours abordé à un moment ou un autre dans le parcours. Alors, d'où effectivement hein, la volonté ça me semble extrêmement important que les professionnels qui sont dans ce type de prise en charge aient de la formation quand même là-dessus. Non pas pour faire une psychothérapie au couple, c'est pas Non, notre job, mais c'est déjà pour déceler et peut-être donner quelques indices et après, ça permet au couple de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur ou pas pour pouvoir peut-être m'aider sur des problématiques? sachant Et que ça, c'est fondamental. je vais donner cet exemple parce que je l'ai en tête et il date d'hier soir. Donc, mais j'ai eu un couple hier soir donc à mon cabinet. Enfin, j'ai eu madame au cabinet, je vais être honnête, et puis monsieur a eu une panne de scooter, donc monsieur l'a fait en visio, donc on s'est retrouvés à trois. Donc deux au cabinet et un en visio. Bon, voilà, c'est pas grave, on s'adapte, hein. Moi, On s'adapte. je m'adapte. Mais c'était assez terrible parce que c'était monsieur qui, pour le coup, avait un vrai souci puisque lui il n'arrivait plus du tout, compte tenu de la pression qu'il avait d'avoir une érection et encore moins une éjaculation. Bon, donc c'était pas simple, il avait du mal à le verbaliser, il n'était pas présent. Sa femme prenait tout l'espace. Et puis à un moment, il lui a quand même dit, et là, je voyais bien qu'elle écoutait pas, mais moi j'ai dit non mais ça c'est très important. Il lui a dit mais tu m'as dit des choses affreuses il y a 15 jours, affreuses parce que j'y arrivais pas, et tu m'as humilié. Par contre, j'ai pas entendu d'excuse. Et l'excuse a du sens. On a le droit sur un coup de colère de dire des choses et on a tous fait ça, de dire des choses affreuses. Mais revenir sur le sujet, en reparler de manière dépassionnée, savoir s'excuser, je pense que c'est ça aussi qui fait que le couple ne cumule pas au bout d'un moment ce que j'appelle un peu les dossiers rouges, où il y a toutes les horreurs à l'intérieur et qu'on finit par sortir, hein. Et on les sort en vrac. Donc c'est bien de se dire on s'est fâché, on s'est dit des choses affreuses, ça arrive, c'est pas Ça grave, ça arrive. arrive à tous Mm. les couples, qu'on soit en PMA ou pas d'ailleurs. Mais Mm. revenir et demander pardon ou en parler, c'est ça aussi la bonne pratique. C'est pas de se dire je dois jamais me disputer, c'est je dois jamais dire un mot horrible. Non, ça va m'arriver parce qu'on est dans un, comme je le disais tout à l'heure, dans une dynamique très particulière avec beaucoup de souffrance. Donc oui, ça peut m'arriver d'être dans cette colère, mais j'ai le droit de m'excuser. Et j'ai le devoir de m'excuser. Et j'ai le devoir d'en discuter pour désamorcer les choses et comprendre. Parce que plus C'est je ça. fais ça, plus je mets la pression, plus en face de moi j'ai quelqu'un qui est aussi en désespérance, alors qui fait bonne figure, hein, mais qui en vérité Oui. le vit très mal, et ça finira toujours par ressortir. Donc moi je le dis sur le couple, les couples qui sont un peu vacillants, ils explosent très vite, parce qu'il y a Ju- énormément de ju- pression. Justement, comment reconnaître ces couples vacillants, comment les aider? Ces couples vacillants, on les voit très vite parce que, en général, d'abord, ils sont pas sur le même tempo du tout. Alors, on n'est jamais sur le même tempo, tu me diras. C'est-à-dire qu'on a toujours Mm. une longueur d'avance et de temps en temps, on arrive à se Oui, reconnecter. Puis même voilà, puis dans il y en les a, couples qui sont pas en PMA. voilà. Mais c'est vrai que là, quand on commence à sentir qu'il y a du mensonge, il y en a un des deux qui dit pas tout, qui veut pas, mais qui ose pas le dire, etc. Là, on se dit, ouh, là, on a quand même un vrai problème. Là, pour moi, ça commence à être dramatique parce que il n'y a pas du tout de connexion, il n'y a pas du tout de dialogue, et au contraire, il y a du mensonge. Et quand on commence là-dedans, et puis parfois, quand moi je les entends, je me dis, mais ça date pas de la PMA, ça. Et ça, c'est une vraie question. C'est ça. Parfois, je dis, mais attendez, ce problème-là, il date pas de la PMA, en fait. Ah, parfois, il date de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et il va ressurgir parce que le contexte, et je le dis encore une fois, c'est un contexte particulier lié à une époque particulière de notre vie, va faire ressurgir énormément de choses. Et surtout dans le couple. Donc, quand on commence à voir que on ressort l'histoire de oui, mais ce jour-là, tu as fait ça, et puis là, tu vois de manière récurrente, tu ne fais jamais, tu ne m'accompagnes jamais, Les là, reproches. voilà, le On reproche entend les est, voilà, reproches. il va falloir quand même œuvrer. Et je disais Voir ce vraiment qu'il y les a là couples, derrière. oui, est-ce que c'est lié à l'instant présent ou est-ce que c'est de manière récurrente? Et ça, en effet, j'allais dire un médecin, bah c'est pas son métier. Non, Il a un temps de consultation, mais il n'est pas là pour il démêler peut ce qui se pas. passe.
Voilà, mais moi qui travaille beaucoup, je vois à l'hôpital, on travaille énormément en équipe pluridisciplinaire. Bah, l'avantage, c'est qu'on se parle les uns et les autres et que nous avons des éléments différents les uns et les autres et des approches différentes. Donc, quand on les met en commun, bah, ça devient Sur riche pour le l'espace. praticien parce que d'un coup, il dit, ah, donc je dois être vigilant ou prendre en compte ou écouter ou réexpliquer certaines choses. Donc, ça a du sens, le travail en équipe pour moi. Travailler Oui, tout moi seul, aussi. je crois que ça ne veut strictement rien dire. De toute Voilà, et façon, que, nous, on a l'obligation avec les staffs, comme ça exactement, permet d'échanger hein, sur le couple exactement. Et et d'apporter chacun une vision et du coup de chacun a une faire vision et qui est un complémentaire. combo qui est, voilà, Et d'aider exactement, au mieux et de manière la plus précieux. précieuse. Donc, c'est Oui, vrai et que quand on bienveillant. sent que quand c'est vacillant, de toute façon, j'allais dire, un couple qui doit exploser, il va exploser. Ça sert à rien de recoller les morceaux, ça va se recasser au même endroit. En revanche, il y a des couples qui, dans l'adversité, parce que j'allais dire que on ne se découvre que dans l'adversité. Hein. Moi, toujours, j'adore ces gens qui vous expliquent que ils auraient fait ou ils feraient si ça leur arrivait. Voilà, bon bah ça c'est très facile assis sur une chaise quand on n'a pas de problème. Quand on est face à l'adversité, c'est là qu'on se révèle. Et c'est là aussi où on découvre parfois les personnes avec qui nous vivons ou avec qui on a construit notre vie, et que c'est très révélateur. Donc il y a aussi des choses, d'un coup on se dit, bah, j'aurais jamais imaginé que, je sais pas, il allait être aussi fort ou que ma femme allait être aussi forte. Mais à l'inverse, parfois on se dit, ah oui, je découvre des choses. C'est un schéma initiatique, la PMA. D'une manière générale, c'est un Exactement. schéma initiatique. Et donc Exactement. ça nous fait grandir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça aussi qui fait vaciller le couple, c'est que d'un coup on découvre des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant, mais non pas parce qu'on l'a caché, mais parce que dans une vie plus classique, plus normale, bah ça se prête pas en fait à découvrir ce genre de choses. Donc c'est en ça que de pouvoir parler, de pouvoir poser des mots va aider, puisque on voit qu'en plus il y a des sentiments et des émotions nouveaux qui arrivent et qui font que tout ce que je disais tout à l'heure fait que on se retrouve avec des femmes qui m'expliquent que bah, voir des femmes enceintes c'est affreux, c'est insupportable parce que bah, ça me renvoie à ce que je n'ai pas. La simple vue d'une poussette peut être vraiment, pour le coup, extrêmement dure à supporter. Des hommes qui disent, mais je comprends pas, ma femme, elle est déjà complètement dingue, mais quand elle va être enceinte avec les hormones, mais qu'est-ce que ça va donner? Enfin, donc des émotions et des sentiments complètement forts, mais qui sont évidemment hors normes, puisque situation hors norme. Hors norme. Et il faut pas Et l'oublier. C'est une situation hors norme. qu'est-ce que tu conseilles donc du coup pour le vivre au mieux en fait, en termes de médecine complémentaire ou même en termes d'outils? Qu'est-ce que Alors, tu conseilles? moi, d'abord, je conseille énormément, alors, je le dis sans même être aidé par l'extérieur, mais vraiment de se dire des petits trucs très simples, mais il faut se parler. Quand je dis se parler, les gens me disent, bah non, mais on se parle. Non, pas se parler du quotidien, de t'as fait les courses, ça, on s'en fiche complètement. Savoir où en est l'autre. Donc, moi, je dis souvent, faites des rendez-vous parce qu'on a tous des vies de fous. Donc, faites-vous des rendez-vous une fois par semaine, au moins de vous dire, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, on mange ensemble et on se parle pour de vrai. On regarde l'autre, on l'observe, on se dit mais tu m'as dit ça, Tiens, il a changé. voilà. Non, parce que je pense qu'en fait on va tellement vite que parfois on ne perçoit On pas, voit pas les changements, on perçoit exactement. pas. Ça, c'est Donc vrai, voilà, même en même dehors de en la PMA. On dehors, est d'accord. même Tout en à fait. dehors. Et puis se faire des espèces de rendez-vous, j'allais dire un peu pour se rester connecté, parce qu'on va parler, on va quand même dire quelques mots sur la sexualité, mais rester connecté Exact. parce qu'on le perd et que avoir des rendez-vous, c'est se faire un bisou, se prendre par la main, être l'un dans les bras de l'un de l'autre, dans le canapé, etc. Pas être comme deux étrangers, même s'endormir dans les bras l'un de l'autre, même s'il n'y a pas d'acte sexuel, c'est pas grave, mais qu'il y ait ces rendez-vous un peu de, j'allais dire, euh, euh, hors sexualité mais sensuelle, c'est important de Mhm. Important. préserver sa féminité, sa virilité, dans le sens où nous sommes avant tout une femme et un homme, et on n'est pas que des gens qui vont procréer. Et si je puis me permettre, faire des câlins, à peu près 90% de notre temps, hein, de notre vie, on fait des câlins pour le plaisir, donc c'est totalement récréatif, c'est vachement bien. Et ben les 10% on fait pour faire un bébé, c'est drôle comme c'est pénible. Parce qu'il y a la pression Mm. psychique de la réussite. Dans l'autre cas, il n'y a pas de réussite. Il y a juste partager un moment agréable. Et puis, il n'y a pas de performance. Il n'y a aucune idée de Enfin, il y performance. a, voilà, Moi, je dis, il ne devrait pas y avoir d'idée de performance. Il y a l'idée vraiment de se dire, performance. qu'est-ce que j'ai partagé? Mais là, il y a une idée de performance, c'est-à-dire, oui, comme m'a dit le monsieur hier soir, et je vais reprendre son mot parce que j'ai trouvé ça assez étonnant, il m'a dit, faut délivrer. Vous comprenez, Déborah, il faut Mm. délivrer à la fin. Voilà. Délivrer, ça
veut dire il faut que j'ai un éjaculat et il faut donner du sperme. Parce qu'il faut qu'elle tombe enceinte. Et qu'elle est en pression totale et qu'elle ait envie, pas envie, qu'elle soit contente, pas contente, il faut le faire. Et donc, on en perd la notion du plaisir. Donc, avoir tous ces moments de sensualité qui donnent envie, avoir une sexualité qu'on a, et j'allais dire 80% des couples en PMA n'ont quasiment plus de sexualité. Mais c'est Parce que le ça, corps est mis à nu en tout à fait. permanence, il est scruté, il est commenté. Donc il y a plus, je parlais de désérotisation tout à l'heure, bah c'est très bien qu'il n'y ait pas d'érotisation dans le monde médical, c'est logique, c'est pas la place, mais il y en a plus non plus dans le couple. Et le C'est problème, ça. c'est que plus on prend de la distance dans le couple, et plus c'est compliqué de revenir. Et moi, j'entends même des couples me dire, je suis plus capable de prendre ma douche et de sortir et d'être nue devant mon compagnon. Parce qu'en plus, mon corps, il a changé avec les hormones. Parfois, j'ai grossi. Parfois, j'ai des marques sur le ventre. Et donc, tout ça fait que je suis tellement pas fière de mon corps, bah, j'ai pas envie de me montrer tel que. Mais plus nous prenons la distance et plus se toucher, s'embrasser devient très compliqué. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument préserver, même si je le dis souvent, il n'y a pas une sexualité débridée, etc. On s'en fiche. Il n'y a pas, on ne doit pas remplir un contrat où on doit faire ça tant de fois dans une semaine. On s'en fiche totalement. Mais qu'on vive des moments un peu de sensualité, des moments où on est ensemble, où on garde cette connexion. Et puis si ça amène à une sexualité, ben super. Et puis si ça amène pas à la sexualité, ben au moins il y aura eu des moments un peu câlins. Donc se Oui. masser, faire des choses ensemble, tout ça a du sens en fait dans le couple. Alors nous, en tant que professionnels, ben, justement, de l'AMP, il y a une vraie difficulté, hein. C'est aussi parce que nous, on conseille en général d'avoir 2, 3 rapports par semaine, etc., etc. Oui, Et c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de ce que tu dis. Enfin, pas vraiment. Parce que une pas fois qu'on complètement. rentre dans ce parcours, voilà, une fois qu'on rentre dans ce parcours vertueux dont tu parles, je pense qu'après, on y arrive finalement à ces rapports sexuels fréquents et qui Bien sûr, permettent de vraiment être ciblés sur la période ovulatoire. Et c'est un peu le message, moi, que j'essaie de délivrer lors de mes consultations, puisque moi, ayant une casquette d'andrologie, effectivement, moi, j'axe mon interrogatoire sur la sexualité, puisque c'est une part importante. Et ça permet vraiment de dépister dans le parcours PMA, les troubles sexuels ils sont sont fréquents, très fréquents. Et très c'est vrai que fréquents. plus on Et, perd il cette faut notion, l'aborder. c'est ça que je te disais, moi il y en a plein qui me disent oui, non mais il faut d'abord il faut faire des câlins. Ah, ils le font à la période de fertilité, donc sans aucun entrain, parce que la sexualité, rappelons-le, ça dépend du contexte. Voilà, il faut quand même être dans une certaine dynamique psychique, il faut être disponible, donc il faut créer les conditions. Et on a des sexualités différentes, les hommes et les femmes. Ça veut dire qu'une femme, eh ben, ça commence très très tôt avant l'acte sexuel. Un mot, Mhm. une phrase, un petit Ah bisou, oui. etc. va faire que une parole malheureuse à 18h, 23h, il se passera toujours rien. C'est mort, Exact. c'est plié. Voilà. Les hommes, ils sont plus dans le visuel, donc c'est vrai qu'ils peuvent être plus attirés s'il se passe un truc. Nous, on est des diesels, hein. Ça marche pas du tout comme ça. Donc, déjà, voilà, on a une temporalité qui n'est pas du tout la même. Donc, plus on préserve ces moments de sensualité et plus la sexualité va revenir au sein du couple. Mais se dire, moi j'ai des couples qui arrivent en me disant, il faut absolument qu'on recouche ensemble. Oui, alors déjà, on va essayer de reconnecter le couple et vous allez voir que ça va découler. Mais si C'est vous ça. vous mettez ça comme pression, ça ne viendra plus. Ça ne viendra Oui. pas, ou quand ça vient, c'est désagréable. Et donc personne ne dit rien, mais ça n'est pas plaisant. Or, ça doit rester un moment de plaisir. Et dans la Alors, PMA, je il n'y a pense, pas beaucoup de plaisir. c'est ça. Et je pense là, du coup, que c'est intéressant. Tes paroles font résonance, vraiment résonance par rapport à ce qu'on vit au quotidien, nous professionnels de santé, avec nos patients là-dessus. Et c'est extrêmement important. Et j'espère vraiment que beaucoup de gens enfin, les personnes pourront voir ce live, notamment les personnes qui sont en parcours PMA. Ça va les aider parce que je pense aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas forcément se connecter à ce type de live parce que, bien sûr, par rapport au tabou, etc. Tout à Mais ce fait. qui sera intéressant, c'est que ça sera enregistré et ça sera disponible sur les différents, enfin, le site internet de Fertige, etc. Donc les gens pourront bénéficier et j'espère que tu le partageras Évidemment. aussi. Comme ça, les gens pourront en bénéficier parce que c'est extrêmement important ce que tu dis. Pour le vécu des patients, c'est important que les gens comprennent parce que parfois ils sont dans le parcours, bien sûr, ils n'ont pas la distance nécessaire de ce dont tu parles et c'est important que nous Ils aussi, n'ont on pas, puisse apporter on peut pas avoir la cet distance. éclairage. On ne peut pas avoir la distance. C'est un parcours dans lequel c'est une espèce de tunnel
dans lequel les gens prennent peu de temps pour relever la tête et se dire j'en suis où? Est-ce que j'ai encore envie de ça? Est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas? On est dans une espèce d'urgence. Je te disais avant qu'on commence le live, oui, tu vois, à 19h, j'étais au téléphone, moi, avec la biologiste de l'hôpital. Oui, on a des gens qui sont dans une espèce d'urgence, de pression, que nous C'est comprenons ça. pleinement, mais en même temps, moi, je suis là pour de temps en temps dire on tire la tête de l'eau. Faire une pause, ça a du sens. Réfléchissez à ce qui vous paraît important pour prendre les bonnes décisions. Parfois, une pause d'un mois ou 2 mois, ça ne remet pas en cause tout le tableau pathologique, mais ça change considérablement la manière d'aborder les choses. Donc, ces moments de respiration, ils ont du sens. Et donc, ces moments de respiration dans le couple aussi, ils ont du sens. Parce que la PMA, quand on entend les mots qui sont associés, c'est quand même subir. Moi, j'entends beaucoup ça. Je subis, je Ouais. souffre. Il n'y a pas le mot plaisir, il n'y a pas de légèreté. Donc, si on ne se les crée pas, si on ne s'oblige pas à aller vers ça, eh bien, en effet, c'est un tunnel sans fin qui peut être très douloureux et qui peut amener Ben, pour certaines justement, la dépression, hein. ouais, Il faut quand même pas enfin, de mon l'obéir. point de vue, oui, tout à fait. Et de mon point de vue, et c'est pour ça que je parlais de santé mentale des couples. Je crois que nous, on doit Tout le avoir ça tout le temps dans la tête, temps. nous professionnels qui prenons en charge les couples, c'est la santé mentale des couples et être veillé actif pour Et pouvoir les je orienter quand veux il faut. Parce que Je veux quand je, même je... préciser, quand on parle de santé mentale, attention à ceux qui écoutent. Ça ne veut pas dire Non, que vous êtes dans un état psychique. non, On non. parle pas Moi, je de parle de maladie. Voilà. bien-être. Moi, je dis, comme Non, je je dis parle de souvent à mes bien-être, patients, pardon, effectivement. il y a pas Du du tout de fou. bien-être. Chez moi, j'ai Non, pas de non, fou. non, 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 non. J'ai des Quand je gens parle qui santé sont mentale, dans un état particulier parce que situation c'est ça, particulière. Ça ne veut pas exactement. dire que le jour où ça va s'arrêter, ils vont retrouver un état. Alors, ils auront changé. Faut le savoir. Alors, plus que santé mentale, ça serait plus le mal-être qui Ah peut oui, arriver. ah Voilà, c'est oui. ça. Plus que santé Une mentale, c'est le espèce mal-être. de Le fond, dépister, ce fond de de fond, tristesse, ce fond de de tristesse, mal-être, de ne exactement. pas s'autoriser à, de se refuser à des moments se dire, ah, mon Dieu, j'ai vécu ça alors qu'en fait, enfin, j'ai presque ri alors C'est que ça. j'aurais pas dû. Et tout ça, c'est en ça aussi que le travail que je fais moi avec les patients parfois, et d'ailleurs je le dis beaucoup parce que dans ma consultation, ben, il y a toujours des mouchoirs sur mon bureau et ça pleure beaucoup. Et en même temps, ça rit beaucoup. Et on rit Mhm. beaucoup. Parce que Oui, il faut apporter de la je crois que de légèreté. temps en temps, rire même de certaines situations, bah, les gens, c'est pas se moquer, c'est pas du tout la même chose. C'est prendre les choses avec humour et se dire, ah, franchement, si on m'avait raconté ça, je l'aurais jamais cru, en fait. Je vis des trucs, mais c'est improbable. Et donc, cette légèreté, elle est nécessaire aussi dans le couple, d'avoir ces moments où on va pas parler juste de notre désir d'enfant, on va parler de nous, de nos aspirations, de nos envies. Essayer de continuer à faire avancer des projets autour dans nos vies. Parce que ça a du sens pour retrouver confiance et estime de soi que de se dire, eh bien moi à côté, j'ai aussi bah, des réussites. J'ai des gens qui passent leur permis, qui changent de boulot et qui font Mhm. des choses et qui d'un coup me disent, bah en fait j'y arrive. Et donc ça me redonne cet élan. Parce que Oui, bah, c'est ça. ok, j'ai pas encore réussi à faire un bébé, Et mais j'ai réussi parfois, d'autres choses. et parfois, la grossesse spontanée Et arrive derrière. parfois, on a Il y des belles a surprises. on a des Donc belles surprises parfois d'ailleurs. c'est vrai que c'est une espèce de redynamisation de la personne et du couple. Alors Déborah, le temps passe extrêmement Oui, je vois vite. ça. J'espère que ça va pas couper. Et en plus, on n'a pas, les gens n'ont pas posé encore de questions. On va Voilà, peut-être leur donc je laisser peux pas poser des relayer. questions Mais alors. c'est ça, mais c'est ça. En fait, ils peuvent poser des questions au niveau du chat et on y répondra de toute façon. Alors, juste en attendant, je voudrais aussi quand même aborder l'aspect du lâcher prise, de ce fameux lâcher prise qui culpabilise énormément les femmes qui sont en cours de PMA et les hommes, voilà, on va dire ça. Et j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ta théorie des vagues, parce que tu as une théorie que C'est j'aime vrai. beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait vrai parce que j'aime pas le lâcher prise comme il est inscrit dans certains magazines ou dans certaines choses où en gros le lâcher prise c'est faut plus y penser. Alors ça c'est absolument n'importe quoi. Quand on a envie de faire un bébé, une fois que l'interrupteur il est allumé là, j'ai envie de faire un bébé, il est allumé. Donc c'est pas vrai, on n'y pense pas. C'est pas du tout ça. Et effectivement, première fois où on s'est parlé, je t'ai dit que ça m'était arrivé il y a quelques années sur une plage à Biarritz où il y a des énormes vagues où on fait du surf et voilà, d'être là et de regarder les profs de surf qui étaient en train de s'occuper de mes neveux et nièces. Et la première chose qu'on apprend aux enfants avant de se mettre à l'eau, c'est de dire attention, il y a des trous d'eau, il y a des baïnes dans cette région-là, et donc il faut faire très attention. Donc, il leur explique très doctement qu'il y a deux solutions.
ou on décide si on se fait attraper par la vague, de résister à la vague et de se battre avec elle, et qu'en même temps elle va nous emmener très très loin, elle va nous épuiser, et que souvent c'est là où on appelle d'ailleurs les sauveteurs nageurs parce que on n'en peut plus, voilà, et on est éprouvé, donc on n'est pas du tout arrivé à son point de départ et on est éprouvé, donc on a un peu tout perdu. Soit on se dit, je viens de me faire embarquer par la vague, c'est dur, hein, c'est une machine à laver dans laquelle je suis, mais en fait elle va me ramener sur le bord. Et donc je reviens sur le bord, je reviens à mon point de départ et surtout j'ai perdu peu d'énergie, donc je peux y retourner. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est ça lâcher prise. C'est pas du tout ne plus y penser, c'est mettre son énergie au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est pas ça qu'on dit en fait aux patients. On leur dit ah mais non mais prenez Faut pas du y temps, penser. faites je sais pas quoi, partez un peu en vacances. Bien évidemment, partez en vacances. On va pas dire aux gens de plus partir en vacances, mais c'est pas dans l'optique de vous n'allez plus y penser, il va se passer un truc. C'est dans l'optique de recentrez-vous sur vous. Ce moment, il est à vous. Vous n'allez pas là, vous n'allez pas penser au traitement puisque vous êtes en vacances. Donc il n'y a pas besoin de mettre son énergie là. Par contre, quand je suis en traitement, j'ai besoin de toute mon énergie pour faire ce que l'on me demande, pour être le plus en adéquation avec le moment que je vis. D'accord? Mais le reste du temps, quand je suis pas en traitement, ben, il faut que je profite. Il faut que je vive. Effectivement, parler de légèreté, c'est le moment où je dois pleinement m'occuper de moi. C'est ça pour moi le lâcher prise. C'est je vais contrôler certaines choses. Et en gros, contrôler, ça veut dire quoi? Mettre des jalons pour que les choses se passent comme je souhaiterais qu'elles se passent. Ça se passe pas toujours comme on voudrait, mais en tout cas, je fais tout en sorte que ça se passe de la meilleure manière possible. Et puis le reste du temps, c'est une adaptation permanente, ce que l'être humain d'ailleurs fait très bien. Il sait s'adapter. Mais il faut savoir s'adapter et se dire, mais comme j'ai gardé mon énergie, là j'ai l'énergie pour m'adapter. Dire, ah bon, c'est pas le bon chemin, on va en prendre un autre, on va essayer autre chose. Mais c'est ça pour moi le lâcher prise. Et c'est pas quand j'entends lâcher prise, plaf, vous allez tomber enceinte. Non. Parce que Non, moi, je crois, on est d'accord. sinon, enfin, je veux dire, c'est un peu une légende urbaine, tout ça, quand même. Je crois C'est ça. plus à l'idée que être en accord avec soi, dans son entièreté, ça, ça aide Ah oui. beaucoup. Ça aide. C'est pas parler que de nos ovocytes et de et nos spermatozoïdes, parce que les gens qui sont dans des démarches presque punitives, quand j'entends je mange plus de sucre, je mange plus de gluten, je fume pas, je bois pas, fumer c'est très bien de pas fumer, Mm. je bois pas, je fais rien, je fais pas trop de sport, enfin, c'est une punition ça. C'est pas du lâcher prise en fait. Je pourrais peut-être vivre de manière équilibrée, trouver aussi mon équilibre dans des choses qui m'épanouissent, et là dans l'entièreté, je suis certainement plus en adéquation avec moi que dans des dynamiques qui ne me ressemblent pas en fait et qui me mangent de l'énergie. En fait, c'est ça. Tout à fait. C'est à peu près clair C'est ce un que j'ai peu, expliqué? tout à fait, c'est tout à fait clair et je pense que ça va beaucoup aider. Ça donne de l'éclairage en tout cas à nous, vous professionnels aussi de santé, parce que c'est aussi là, ça le but hein, de ce live, comme je disais, c'est pour les patients et pour les professionnels qui justement parfois sont un peu démunis, ils Oui. savent pas trop quoi dire au couple, voilà. Et c'est pour ça que je tenais effectivement à ce qu'on fasse. Alors c'est vrai que là, ça fait 1 heure. Et oui, J'essaye de voir si effectivement il y avait des questions. Bon, je n'en ai pas. Alors peut-être que je n'en ai pas parce que je ne sais pas faire. Hein. J'avoue que moi les lives mais c'est tu pas te ma débrouilles compétence. Bon voilà, très bien, c'est pas voilà. vrai. Mais du coup là, je sais pas si bon, en tout cas, je clique sur le chat et je n'ai pas eu Non, de j'ai questions. pas J'ai pas vu de vu, questions passer. j'ai pas vu les commentaires non plus. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même un petit peu. Alors, est-ce que toi, il y a des choses que tu n'as peut-être pas abordées, que tu souhaiterais juste dire quelques mots aussi, Alors ou juste quelques pas? mots, je pense que c'est important d'être accompagné quand même pour finir. Être accompagné, c'est pas forcément voir un psy, c'est pas que ça. Ça peut être, je crois qu'il faut trouver quelque chose qui soit adapté à notre besoin. Il y a des gens qui n'aiment pas parler, qui n'en ont pas envie. Et puis parler, il faut surtout trouver la personne avec qui on a envie de parler, parce que c'est aussi une dynamique, un binôme. Hein. Donc si on se sent pas à l'aise, bah dites-vous que c'est pas la bonne personne. Ça remet pas en cause ses compétences, mais c'est pas la bonne personne. Et il faut aller voir quelqu'un d'autre. Mais on peut faire de l'acupuncture qui travaille sur l'entièreté du corps, et ça, je trouve que ça a vraiment du sens de travailler sur l'entièreté. Ça peut être de la sophrologie si on n'a pas envie de parler, mais qu'on a envie de travailler aussi sur la respiration, qui est centrale, à mon sens, et qui travaille Oui. aussi sur le Ouais. corps. Mm. Aller voir un ostéo, pareil, ça travaille sur l'entièreté du corps. Donc, tout ça, je pense qu'avoir un réseau autour de soi, mais il n'y a pas d'obligation de se dire pour que ça marche, il faut que je fasse du yoga de la fertilité, que je fasse l'ostéo, faites ce qui vous fait, encore une fois, du bien, qui vous convient le mieux. Si vous n'aimez pas les aiguilles, n'allez pas voir un acupuncteur. Si vous On est n'aimez pas le d'accord. yoga, ne faites pas de yoga de la fertilité. Enfin,
c'est quand même idiot de faire des choses qu'on n'aime pas. Je pense qu'il y a déjà assez de choses imposées. Ah, il y a une petite question. Oui. Est-ce que la Ah, difficulté parfois n'est pas liée à la différence de positionnement du couple dans le désir bien, d'enfant? Ah ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. eh bien, bien, Et ça, c'est oui, important. mais je crois qu'en C'est plus c'est un quelque chose professionnel de d'important. santé, si je dis Euh, pas de bêtises. Mm, mm. je sais pas, je vois pas Si, si. bien. Bien Encore une fois, sûr, je dis oui, oui, bien oui, sûr. oui, oui, vraiment, Je bien réponds sûr, un oui. grand oui, bien évidemment, la différence de positionnement du couple dans le désir d'enfant, parce que c'est ça la question. Mm. Et on le constate beaucoup. Et moi, j'entends beaucoup de fois, mais des hommes ou des femmes, hein, c'est pas réservé qu'à un des deux membres du couple. D'où l'intérêt, mais c'est ce que j'ai tout à l'heure, de se parler dans une forme de vérité. Je crois qu'on, dans ce choix de faire un enfant ou pas, et j'ai eu le cas il y a pas très longtemps d'un couple où madame était très motivée et monsieur pas du tout et il n'osait pas lui dire. Donc on a travaillé à deux pour enfin pouvoir dire à cette dame que eh bien, il lui rendait sa liberté, et j'ai trouvé ça très honnête de réussir à lui dire, en Ah disant, tu es oui. encore jeune, je t'aime, mais je ne veux pas d'enfant. Donc ça ne sert à rien. Alors c'est un vrai travail et c'est pas simple, c'est jamais simple de le dire, mais c'est d'une grande honnêteté. Et donc il faut mesurer chacun le désir qu'on a, parce que je dis un truc qui paraît bête, mais on n'achète pas une paire de chaussures. On fait un enfant et un enfant c'est pour la vie. Donc il faut pas faire plaisir à l'autre, il faut être très en accord avec soi pour que les deux, voilà, puissent ensemble avoir un projet en commun et trouver des solutions en Mais, commun. souvent, moi, je le dépiste aussi dans ma prise en charge lors des prélèvements de sperme. Que en fait, souvent les patientes, elles ont eu l'ordonnance par le gynéco, et donc elles forcent un peu, c'est elles qui prennent les rendez-vous, et en fait le patient il arrive et là échec. Et là Mm. il s'énerve sur l'équipe en disant de toute façon moi je veux pas d'enfant, elle me forge. Et c'est là qu'on constate, c'est pour ça que le bilan d'infertilité il faut vraiment l'associer à ce programme. Déjà ça permet au moins aussi de voir quel est le niveau de motivation de chacun Exactement. dans le projet, puisque souvent les gynécos ils n'ont que l'aspect féminin et puis la parole des femmes, parce que il y en a très peu Parce que, qui parce que consultent je suis en couple, hein. Donc, d'accord avec ça, toi, c'est il y a quand même extrêmement des important. indicateurs. Il y a des Quelqu'un qui indicateurs, refuse de c'est faire ça. des examens ou qui y va et puis qui dit non, finalement, ça va marcher, j'irai plus tard, mais qui n'y retourne pas, etc. On sent qu'il y a quand même des freins. Voilà. C'est ça. Et qu'à un moment, il faut pas enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment les prendre en considération. Ça nous arrive parfois d'avoir, et on le sait, des mensonges dans le couple, etc. Donc, il faut essayer au maximum de pouvoir les dépister. Alors, il y a une autre question qui est quoi? Bonjour, nous sommes en infertilité secondaire. Le parcours est plus long par la suite? Non, pas Ah, la question est nécessairement. non, J'ai pas bien compris, mais non, pas nécessairement. non. Que ce soit une infertilité primaire ou secondaire, le parcours n'est pas forcément plus long. Ah, il y a une autre question. L'autre difficulté, c'est souvent de redonner confiance au couple dans ses possibilités de concevoir naturellement. Euh, Ah, je suis, alors c'est vrai que je le dis souvent et je suis parfaitement d'accord, c'est que je dis toujours au couple quand on fait, pourtant je suis pas médecin, voilà, moi je suis un médecin de l'âme comme on dit, donc mais je dis souvent au couple quand on fait un premier point où je leur demande quels sont les soucis dans le couple et je leur dis toujours mais est-ce qu'on vous a dit à un moment ou l'autre que c'était impossible de le faire sous une couette? Et souvent les couples me disent moi c'est bah non, pareil. non. Alors donc ça veut dire que toutes les chances sont autorisées. Donc cette possibilité-là, elle existe et c'est une vraie possibilité. Il ne faut pas le dire. Et moi j'ai des gens qui me disent ah oui mais moi j'ai externalisé le bébé et on va le faire en PMA. Non mais oui j'ai déjà entendu Ah, j'entends des mots ça arrive. incroyables hein, le externaliser. Non, mais Très nous bien, aussi, ok, bon, effectivement. on va l'externaliser. Moi je crois surtout qu'il faut avoir conscience tant qu'on nous a pas dit c'est impossible parce qu'il n'y a pas de trompe, parce qu'il n'y a pas d'ovaire, parce qu'il y a je sais pas quoi, des choses absolument impossibles techniquement, eh bien, toutes les chances sont encore ouvertes. Donc, il Mais moi, faut pas se dire qu'il y a que cette possibilité-là, quand, en l'occurrence, les médecins nous ont jamais dit qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. mais je crois que même nous, professionnels de santé, et moi, biologiste de la PMA, c'est un discours que je ne tiens pas du tout. Parce que nous avons un devoir d'humilité par rapport à nos pratiques et à nos Tout à fait. techniques. Très important. Et par ailleurs, et notamment, enfin, parce que c'est vraiment que j'ai connu, enfin, en tout cas, l'ère de l'ICSI, où effectivement, une anomalie spermatique, allez, on va vers l'ICSI. Pour bien expliquer, c'est l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes. Donc, c'est une fécondation in vitro où on prend un spermatozoïde et on va l'injecter dans l'ovocyte quand il y a des vraies anomalies masculines. Sauf qu'aujourd'hui, on sait hein, que
aujourd'hui, la prise en charge de l'homme doit être extrêmement globale, qu'il y a aussi des moyens de pouvoir améliorer le Oui, sperme sans passer par des techniques de PMA. Et si on améliore, on peut après aboutir à une grossesse spontanée. exactement. Et c'est vrai aussi pour les femmes où effectivement, parfois on ignore que la patiente elle est diabétique, donc elle a une insuline de résistance, et puis on travaille là-dessus, et puis ça améliore son ovulation, et c'est la grossesse spontanée. Donc c'est pas, en fait, la prise en charge en PMA, comment dire, elle est pas, c'est pas parce qu'on va faire une consultation en PMA qu'obligatoirement on doit passer par une technique de PMA pour pouvoir avoir son bébé dans les bras. Je suis C'est parfaitement d'accord. Pour extrêmement moi, important ce message-là. C'est j'emploie toujours, celui-là que je délivre. j'emploie toujours ce mot, mais tu as dû m'entendre l'employer, c'est un coup de pouce, la PMA. C'est pas une réponse à tout. Donc, penser que dans 100% des cas, ça va marcher, c'est faux. Ça, c'est vraiment des choses et des croyances qui sont encore très ancrées. Donc, un patient qui a toutes les capacités de pouvoir faire un bébé, même si elles sont plus faibles, j'allais dire, que d'autres, ça ne veut pas C'est dire, ça. je suis, comme je leur dis toujours, je suis pas stérile. Donc, tant que je ne suis Mm. pas stérile, toutes les possibilités sont ouvertes et il ne faut pas C'est se une, fermer la porte. c'est une probabilité, et l'infertilité, c'est une probabilité. C'est statistique. Et justement, je voulais dire, et c'est la raison pour laquelle je pense que toute la partie de la sexualité du couple doit être en tout cas abordée. Tout à fait. Euh, Pourquoi? Parce que malheureusement, parfois, c'est à ce niveau-là que si on débloque, que ça peut aussi aboutir à une grossesse spontanée. Alors, pas dans tous les cas, on est bien d'accord, parce que bien évidemment, les techniques de PMA sont Oui, là parce qu'elles sont efficaces parce qu'elle aussi elle pour pallie des certains, dysfonctionnements. et pas des dysfonctionnements. Mais en faisant, parce que c'est là où maintenant, effectivement, c'est plus une prise en charge globale, holistique, c'est-à-dire la prise en charge, le mode de vie, la prise en charge sur la sexualité, la prise en charge psychologique et les techniques de PMA associées à tout ça, on arrive à des bons résultats. Tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement important de vraiment évaluer un petit peu tous les niveaux une fois qu'on est dans le parcours. Tout à C'est fait. important. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, on a Est-ce qu'on encore a une d'autres question. questions? Ah, Comment évaluer l'impact sur le psychologique et l'intimité du couple de ce parcours AMP? Alors ça, c'est une sacrée question. mm. Ça, oui, c'est un professionnel. C'est pas Oui, oui, possible ça, autrement. Poser ce genre de professionnel. questions, Oui, hein. oui, oui. Oui, tout à fait. C'est professionnel et c'est très bien qu'on ait des questions des professionnels. C'est super. C'est compliqué de l'évaluer, mais j'en ai parlé en amont et donc je ne sais pas si vous étiez là. Je réponds à Chevalier Five. Donc je ne sais pas Mm. si vous étiez là en amont ou pas, mais Euh, et je crois que le travail en pluridisciplinaire fait qu'on se rend compte à quel point l'aspect psychologique qu'a la PMA aujourd'hui a une incidence dans le couple. Évidemment, parce que ça rentre dans l'intime, ça vient réveiller, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vient réveiller des choses très profondes et qui appartiennent aux deux membres du couple. Et là, je parle vraiment de deux entités. Hein, pour moi, dans un couple, on est trois. Il y a un homme, une femme ou deux hommes, deux femmes, peu importe, mais et le couple. Donc c'est trois individus. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, c'est rare de ne pas avoir d'aspect, enfin, de tendances psychologiques qui viennent suite à un parcours de PMA. Très clairement, on le sait. Très clairement parce que ça renvoie déjà à son propre ego, ça renvoie à des blessures narcissiques et ça renvoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois à des choses qui nous appartiennent de notre histoire ou de notre parcours. Donc aujourd'hui, enfin, c'est presque indispensable, j'allais dire, d'être accompagné, d'être entendu. Et que plus on a des patients, à mon sens, qui sont bien, qui sont moins stressés, qui comprennent aussi ce qu'on leur fait, parce que mine de rien, il y a aussi une part très pédagogique, qui peuvent prendre les bonnes décisions, et je pense que c'est en ça qu'on les aide aussi. C'est pas uniquement pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai pas de fou, je traite pas des gens qui sont schizophrènes ou bipolaires, c'est pas du tout la question. J'ai des gens dans une situation particulière qui vivent donc des émotions particulières liées à cette parenthèse-là, et que plus ils comprennent, plus on arrive à dénouer ce qui sont leurs peurs ou leurs angoisses, ou ce qui vient d'ailleurs en amont du parcours, et plus on a des patients qui sont plus tranquilles et qui vivent des parcours nettement mieux. Et qui, même dans des cas compliqués, j'allais dire, même quand ça ne marche pas, parce que malheureusement, il faut le dire, ça ne marche pas toujours, eh bien, il y a un moment donné, euh, je crois qu'il y a une autre question, Oui, même si le résultat n'aboutit pas comme il le souhaiterait, moi, ce que je trouve essentiel, c'est d'avoir des gens qui sortent en se disant, mais j'ai quand même une vie à vivre, j'ai un avenir, j'ai des projets, qui est enfant ou qui est pas enfant. ça c'est Et c'est super important ce que tu très dis. important.
Alors, la question est très intéressante. C'est ce dont on parlait, c'était les propositions d'accompagnement. On a parlé un petit peu de l'acupuncture, etc. Est-ce que tu as d'autres choses que tu Alors oui, voudrais parce que rajouter par rapport à la la question? question, C'est c'est quoi? important. Doit-on se méfier des différentes propositions d'accompagnement? Ma réponse est oui. Vraiment, oui, Oui, on doit se méfier. Je dis pourquoi? Parce que d'ailleurs l'association BAMP dont on parlait au début a tout à fait. publié des choses très intéressantes depuis, enfin même avant 15 jours, mais là j'ai vu ça il y a 15 jours. Je le dis très clairement, il y a des gens, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas s'ils sont formés et qui vont créer des méthodes. Alors moi je le dis honnêtement, puisque ça fait très longtemps que je travaille sur ce sujet-là. Les méthodes faites pour tout le monde, je n'y crois pas. C'est-à-dire que ce qui convient à l'un ne conviendra pas à l'autre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut trouver son mode d'accompagnement. Je pense qu'il faut faire appel à des gens qui sont référencés auprès de professionnels de santé parce qu'on est sûr, du coup, d'avoir des C'est gens ça, qui sont validés, dont on c'est sait ce ça. qu'ils racontent. Voilà, je parle même pas là des diplômes, hein. Je parle de gens qui sont validés et on sait qu'ils sont conformes. Et puis, il faut se méfier des gens qui font des fausses propositions. Moi, ça m'arrive d'avoir des fois dans mes patients des gens qui me disent, mais on m'a promis, si je faisais ça, que j'aurais un bébé. Eh bien, pour moi, ça s'appelle du charlatanisme. Donc, si on vous propose une méthode et qu'on est sûr à 100% que ça va marcher, à mon avis, c'est une hérésie totale. Il ne faut pas y aller. Oui, Quand on vous propose d'arrêter des traitements de gens qui ne sont pas médecins, il ne faut pas y aller. Tous ces gens-là sont dangereux. Donc, si on fait appel à la Lune, parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps, oui, alors la Lune va vous aider, elle va baigner votre utérus, je sais pas quoi, tout ça, excusez-moi, c'est une hérésie totale. Donc, et voilà, pourtant, moi, je travaille sur le psychisme des gens, mais je crois en une chose aussi, c'est la science. Donc, tant qu'on n'a pas un bilan complet, ça nous permet déjà de voir où est-ce qu'on en est. Et après, nous, notre métier, enfin en tout cas moi, mon métier, c'est d'aller dénouer ce qui peut se passer dans nos peurs, nos angoisses ou les choses qui sont attenantes à nous-mêmes. Mais c'est ça. je travaille avec des médecins pour cette raison, c'est que voilà, je fais partie d'un staff d'hôpital et donc j'estime que nous travaillons ensemble. Donc tous les gens qui vous font des fausses promesses, de vous promettre des bébés, etc., ça c'est une hérésie. Donc Mais nous, faites c'est très attention. alors nous, c'est pareil hein, sur la Guadeloupe. Hein. Derrière notre réseau, on a créé un réseau, effectivement, où on a pris attache auprès de professionnels qui, justement, nous paraissent sérieux, proposent des solutions qui sont assez classiques, hein, qu'on voit en PMA, sophrologie, Oui, voilà, acupuncture, mais qui sont sérieux aussi, parce qu'il y en a aussi qui peuvent ne pas l'être. oui. Mais voilà, et je pense que c'est ça, c'est vrai, c'est Je crois qu'il y a s'appuyer sur des réseaux il y a un de business. thérapeutes qui soient. Il y a vraiment un business Il y a sur un le vrai PMA, ça business. c'est Je crois qu'il y a sûr. des Et gens qui va encore plus se développer. et Qu'on soit je vraiment le disais, attentif à cause Linda, des annonces en plus. exactement. C'est ce qu'on Ah se oui, disait hier. ah oui, Je crois qu'en plus, avec ce qui vient d'être annoncé, on voit fleurir des clair. gens qui vous disent, ça Ah fait, oui, ah, mais moi, j'ai toujours accompagné des gens. Bon, alors, regardez c'est déjà ça. depuis combien de temps, regardez d'où ils viennent et regardez avec qui ils On travaillent. est d'accord, Je pense que déjà, c'est un bon clair. indicateur. À mon sens, j'espère avoir répondu à la Alors, question. on a une autre question, et puis après, on va Et puis, certainement on va clôturer, bien arrêter. sûr, parce que c'est extrêmement On pourrait passionnant. Et passer la d'ailleurs, nuit, hein. c'est voilà. Mais de toute façon, on a déjà pris attache, n'est-ce pas, Déborah, Oui. de Mais je toutes les reviendrai façons. s'il y a besoin de Mais revenir. Je le ferai avec plaisir. oui, et pour les professionnels, Oui. on s'est déjà parlé, et il faudra vraiment qu'on puisse avoir une formation sur place, en tout cas pour les professionnels qui en auront besoin. Alors, peut-on être optimiste dans le futur des couples en parcours PMA? Ah ben moi, je suis très optimiste, mais je laisse Déborah euh, donner son avis. Moi, je suis optimiste parce que je pense que justement, c'est vraiment cette prise en charge globale Moi, j'y crois. qui améliore, qui va améliorer, et moi j'y crois beaucoup aussi, notamment par rapport à aussi à la prise en charge, améliorer aussi de Moi l'homme, aussi. parce que ça aussi, voilà, c'est la prise en charge globale, holistique, qui Alors, permettra effectivement d'améliorer. Quand je dis holistique, on est d'accord, faut pas qu'on parle dans tout, mais non, mais vraiment, hein, tous les aspects qui peuvent impacter, et voilà, négativement ou là, pas les résultats en PMA. je vais d'accord avec toi, puis je vais rajouter un petit truc. Le petit truc que je vais rajouter pour Chevalier Fives, c'est que moi, je crois beaucoup, mais ça, c'est mon combat aussi, et ça a été mon combat quand j'ai travaillé avec une députée, et je continue à avoir ce combat sur la santé de la femme. C'est plus nous pourrons dépister tôt, plus nous ne ferons plus de médecine d'urgence, parce que pour moi, la PMA, ça devient une médecine d'urgence. Donc, plus on prend en compte très tôt dans la vie des patients et de pouvoir dépister des pathologies diverses et variées, plus on pourra d'abord leur apprendre à vivre au quotidien avec ces pathologies dans les meilleures conditions, et plus elles prendront les bonnes décisions tôt. Et donc, on aura peut-être des parcours de PMA plus apaisés, à mon avis, que ce que nous avons aujourd'hui, où les gens arrivent
trop tard, démunis, avec trop d'infos, trop d'éléments, et c'est très anxiogène pour tout le monde. Moi, c'est ça que je souhaite avec des parcours pluridisciplinaires. Voilà. Tout à fait. Alors, merci pour ces questions extrêmement Oui, pertinentes. Merci, merci beaucoup. Nicolas Chevalier. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je suis vraiment désolée, je suis pas du tout experte en technique, donc je pourrais pas voir, remonter sur les différentes personnes qui ont posé des questions. Mais vraiment, on les remercie puisque c'est grâce à ces questions qu'on enrichit le débat. Donc, merci beaucoup. Je voudrais également dire que oui, et les actions doivent continuer, les actions notamment de notre association, Fertile 971, et heureusement, on a une équipe qui, derrière, fait un travail formidable pour les couples. Donc ça, c'est extrêmement important. Et les actions, effectivement, Déborah, telles que toi, tu l'as déjà entamé et que tu continues, ça, c'est vraiment extrêmement précieux, tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Et je pense que on va pouvoir travailler encore sur ces aspects-là. Merci aux associations comme le Oui, PAMP, qui est notre je partenaire. m'associe à Je toi. remercie, ah oui, je remercie vraiment Virginie Rio, quelqu'un qui travaille depuis tellement longtemps sur cette thématique, elle m'a fait beaucoup et j'espère vraiment que, justement, que ce travail sera valorisé. Ton travail également, Déborah, sera valorisé. Le travail de tous les professionnels aussi qui ont à cœur de prendre en charge les patients de manière la plus efficace possible. Mais je crois que c'est une Voilà, passion, Linda. Je pense qu'on ouais, est au-delà du travail, tu vois, puisqu'on super. est samedi et qu'on est là toutes les deux. Donc, il y a quand même un truc. On est Je crois d'accord. qu'on est là pour des raisons diverses et variées. En tout cas, il y a Et de la que c'est de l'ordre de passion. la mission. Ouais, moi, j'y crois beaucoup et je Je pense crois que aussi. c'est pas, voilà, c'est pas fini et qu'il y a beaucoup de travail et Ouais, que il y a des moments très difficiles dans le métier qu'on fait et il y a des c'est moments ça. extrêmement heureux. Donc, c'est Mm. aussi pour ça qu'on se bat, c'est pour les moments extrêmement heureux. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Merci, Déborah, et on reste Linda. connecté, bien sûr. À Merci très beaucoup. Merci à bientôt. tous Merci ceux à qui ont tous. participé. Alors, il faut vraiment que j'enregistre, donc il faut que je vois. On va croiser les doigts. Ok, merci beaucoup. Très Au belle revoir. Au soirée à revoir à tout tous. le Au monde. revoir. Merci à ceux qui ont participé. Vraiment beaucoup, merci. Au revoir.